8h, 11h. 8h, 11h. Mieux vaut le savoir avec Federica. – 10h04 sur l'antenne de la première. On va poursuivre notre rendez-vous MVLS. On va parler maintenant BTP, bâtiment. On va parler surtout du béton donc en Martinique, entretien béton. Et on va parler aussi du transport en Martinique. Comment faire peut-être pour changer nos façons de bouger, voir où vous pourrez trouver des idées pour trouver des nouvelles façons, en tout cas une façon de vous transporter, de bouger en ayant un moindre impact sur notre environnement. 10h05, Joël Ursule pour la musique. Mieux vaut le savoir, du lundi au vendredi sur la 11h. Mieux vaut le savoir. Et 11 sur notre antenne. Merci Eric Bellemare. On va le retrouver mardi prochain à 9h. Ben oui, la dame, elle voulait le numéro de ton association. Mais mardi prochain, 9h. On va ouvrir notre troisième rendez-vous, troisième heure. On va parler, je le disais, béton dans le BTP dans ce premier mardi. Et la dame qui est toujours notre invitée également désormais va nous parler du transport en Martinique. Mais on va faire juste une petite accroche sur ce sujet. Je sais que Guillaume Turati va revenir en studio avec nous. C'est un sujet qui va susciter l'intervention des auditeurs et on va pas pouvoir le faire ce matin because Guillaume attrapé la grippe, tout comme Martine Lheureux qu'on va donc saluer. Martine aussi qui est habituellement avec nous aussi à ce rendez-vous et qui, alors il y en a un qui a chopé la grippe et l'autre la dingue, alors je sais plus quoi. On va commencer par les dames. Bonjour Martine. Bonjour Federica. Bonjour à tout le monde. Oui. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Excellente année, merci, bonne année 2025. Elle commence pour vous, peut-être un petit peu pas loin de l'oreiller, mais bon, je connais votre énergie, je sais que avec tous nos remèdes rasiers, remèdes nature, remèdes grand-mère, vous allez très vite remise sur pied et continuer vos actions, notamment auprès de nos jeunes, puisqu'on va bientôt découvrir une action menée avec l'Université des Antilles. Exactement, une action passionnante qu'on a menée avec 6 jeunes d'un master et on va découvrir ensemble. Très bien, merci à vous. Guillaume est avec nous. Alors oui, Guillaume est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour à tout le monde et bonne année. Tous les meilleurs vœux possibles et imaginables. Très content d'être de retour. Merci d'être avec nous, Guillaume Turati. On rappelle que vous êtes... chargé de mission qualité de l'air à l'ADEME. Voilà, je cherchais le terme, chargé de mission qualité de l'air à l'ADEME. Et justement, on va avec vous parler du transport en Martinique, activité qui impacte bien évidemment notre environnement. Hervé Tillet, bonjour. Bonjour Consultant Federica. BTP avec nous.
Bonjour, bonne année Fédé, bonne année à la Martinique et à tous les acteurs du BTP à la Martinique. Exactement. Quand on parle BTP, ben souvent on pense béton, on Oui, pense bois, on pense souvent on pense béton. construction, mais chez nous, on pense de plus en plus béton. Et on va en parler donc aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu seul, vous nous présentez, j'en suis ravie, une autre actrice du BTP et de ce domaine ici en Martinique, c'est Solveig Holzinger. J'espère bien prononcer. Bonjour à tous, bonne année, bonjour Fédé, bonjour Monsieur Etilé. Déjà, est-ce que j'ai bien Oui, prononcé? tout à fait, Merci. Mademoiselle Holzinger. C'est alors voilà, Holzinger, merci d'être avec nous. Vous êtes, on va dire, c'est une nouvelle voix qu'on va découvrir dans cette émission. Vous êtes vous aussi, je disais, une actrice donc de ce domaine, de ce secteur d'activité, et vous avez donc une casquette. Alors, d'après ce que j'ai pu entendre, d'après les chuchotements que j'ai reçus, vous êtes la seule femme dans ce domaine, ici en Martinique, et peut-être plus largement sur le territoire français, je ne sais pas. Alors, À vous de vous présenter l'activité de votre bureau. Alors moi, effectivement, je suis ingénieure en matériaux de formation initiale. Je suis expert en vieillissement et en protection des matériaux, donc une forte dominante corrosion. Donc effectivement, dans des métiers techniques, nous sommes malheureusement très peu de femmes. Donc, actrice majeure aussi sur le territoire national, puisque j'œuvre beaucoup dans les associations professionnelles, dans la formation également. Donc, voilà. Et donc, votre activité, le cœur de l'activité, c'est quoi? Alors, l'activité de... L'entreprise, c'est quoi? Elle s'appelle Holzinger ou autrement? Non, pas du tout. Le cabinet s'appelle Coral Engineering. D'accord. Le cœur d'activité, c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans la sauvegarde de leur patrimoine bâti, donc principalement dans le monde industriel, maritime et aussi dans le bâtiment. Donc voilà, et notamment aujourd'hui, on est là pour parler du vieillissement prématuré des bétons. Donc c'est un cœur d'activité du cabinet aussi, donc le diagnostic béton en vue de réhabilitation. Très bien, on va parler de ça parce qu'on le disait ici en Martinique, ben oui, à un moment, on a beaucoup misé sur le béton quand on parle de construction, que ce soit individuel ou en collectif. Bien évidemment, parce que nous faisons face à des situations climatiques un peu particulières. On a tremblements de terre, cyclones, ouragans, pluie, glissements de terrain, etc. Et suite à certains événements, beaucoup ont choisi le béton comme matériau durable, sécurité et surtout peut-être facile à mettre en œuvre par rapport au projet. C'était plus évident à l'époque de construire en béton. Maintenant, avec les nouveaux matériaux et puis avec le fait que de moins en moins on utilise des matériaux qui sont polluants ou qui impactent l'environnement, on va se détourner progressivement du béton pour aller vers des matériaux beaucoup plus nobles. Mais enfin, le bâti existe toujours, le béton va toujours exister parce qu'on construit toujours en béton. Il y a toujours des monuments, des bâtiments en béton. Et donc, pour tenir le béton, on a toujours une structure en métal, on a toujours une ossature métallique pour tenir le béton, parce que le béton tout seul, il va s'effondrer. Ouais. Et donc le béton apparemment, et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants, c'est pas aussi éternel que cela. C'est pas comme mon morceau de roche là, ma pierre de rivière là. Alors, effectivement, pendant des décennies, on a toujours considéré le béton comme un matériau immuable et durable. Ça fait à peu près entre 20 et 30 ans qu'on accepte que le béton armé soit un matériau qui vieillit. D'ailleurs, C'est quoi le béton armé? Donc, le béton armé. Donc, comme Monsieur Etilé le précisait, les armatures, le béton, donc, se comportent très bien en compression, très mal en étirement. Donc, c'est les fers, hein? Voilà. Donc, Je veux que tout le monde comprenne ce qu'on dit, parce qu'on s'adresse en tant qu'expert, que vous êtes là ce matin, à toute la couche de la population, des auditeurs, qui sont des professionnels, des artisans, qui sont des propriétaires et qui ont un vocabulaire qui n'est pas le vôtre. On va expliquer. Alors, papa les bas moins, papa les bas Hervé, parce que l'autre dernier, il a fait ça, papa les bas Martine, papa les bas Guillaume, papa les bas ça, qui besoin tant de qualité information hein? Du coup, effectivement, on rajoute les fers dans le béton pour pouvoir compenser l'effet de l'attraction. Voilà, pour que le matériau puisse se comporter dans toutes les directions dans l'espace et être structurellement stable. Et ça, ce sont des techniques qui ont vu le jour il y a à peu près... Enfin voilà, parce que et ce que je veux dire, c'est que ça a évolué, hein, parce qu'avant, on construisait en pierre taillée,
avec, tu vois, et puis à un moment, on est passé au béton. Ça existe depuis combien de temps, ça, le béton, avec les armatures, les fers c'est un truc de notre siècle, du XXe siècle, quand Ah non, même? non, non, mis en colle. Mais mis en colle. Alors la date Les précise, je ne ingénieurs, là. saurais dire. Non, date précise, non, j'imagine. Je suis né j'ai connu Il était déjà là. des bétons armés. Donc non, le béton, ça a existé, ça existe depuis très très longtemps, mais ça a évolué. Alors dans l'évolution du béton, il y a bon, on a bien sûr compris qu'il fallait des granulométries différentes pour pouvoir faire du béton. On a bien compris qu'il fallait doser le ciment par rapport et tout ça, ça a évolué. La qualité, la richesse même du ciment pour la constitution du béton, le nombre de fer. Mais ça a évolué vers quoi? Ce que je veux savoir, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que j'imagine que ça a évolué, puisqu'on parle de vieillissement prématuré. Déjà, qu'est-ce qu'un béton? Le béton, c'est d'abord un ciment, de l'eau, des agrégats, donc du gravier, des cailloux, quoi. Ensuite, on rajoute effectivement, comme on a dit, les fers pour pouvoir consolider mécaniquement tout ça. Donc, qu'est-ce qui a évolué majeurement? Donc, les formulations des bétons, puisqu'aujourd'hui, on utilise des adjuvants. On va mettre d'autres matériaux dedans pour améliorer le comportement mécanique, le liant. L'étanchéité. Le béton est un matériau, on dit, hygroscopique. Ça veut dire qu'il a de l'eau dedans. Est-ce qu'il vieillit moins aujourd'hui qu'il y a 100 ans? Alors, non. Est-ce qu'il vieillit différemment aujourd'hui qu'il y a 100 ans? Alors, non. Ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la porosité, la diminution de la porosité des bétons et la compacité. Donc, plus le béton sera compact et moins il sera poreux. Donc, moins il va absorber l'humidité. L'humidité et l'oxygène de l'air. Du sel, de l'air, Voilà. la sargasse. Donc, moins il va vieillir. Donc, et ensuite, maintenant, aujourd'hui aussi, on admet qu'en mettant un revêtement par-dessus, on peut préserver de l'environnement extérieur, donc réduire la vitesse de vieillissement. Voilà. Alors, on va revenir là-dessus et voir justement quelles sont les techniques, puisque l'idée c'est ça, on parlait de vieillissement prématuré ou de vieillissement des bâtis en béton, et voir avec vous ce qu'il faut faire, quelles sont les techniques, les méthodes, les professionnels qui peuvent intervenir, etc. Parce que évidemment, on va continuer à construire avec du béton, même si on a, et je salue d'autres comme Serge qui ont été des précurseurs dans les maisons bois-béton ou des mélanges de matériaux, et maintenant on passe même du bois-béton à des nouveaux matériaux composites qui ressemblent au béton, au bois, mais qui ne sont ni l'un ni l'autre et qui vont peut-être répondre à ces soucis de durabilité sur le temps. 10h20, on va aussi entendre nos autres intervenants. On a un petit message, des messages à diffuser. On va pas les faire tout de suite. On les fera dans quelques instants. Alors, le béton a forcément un impact environnemental. Vous en faites des études là-dessus ou pas du tout? Ah oui. Aujourd'hui, avant une construction, il est d'usage d'évaluer la consommation énergétique d'un projet. Donc, sur du projet, on va évaluer notamment la consommation en eau, puisque le béton, étant un matériau qui a besoin d'eau, est un fort consommateur d'eau. Donc, ça veut dire qu'on doit prévoir aussi cette approche-là, et la qualité aussi de l'eau, puisque l'eau ne doit pas contenir de chlorure, donc de sel. Il y a un taux à respecter. Et effectivement, l'impact du béton sur un projet, on le calcule. Et ça a un coût, forcément. Ah oui. Ouais. Oui, mais on s'est rattrapé après, puisque si on calcule, c'est bien pour économiser. Et de toute façon, sur la construction, on ne va jamais se passer du béton. Il y aura toujours des fondations. L'idée, c'est d'utiliser de bon béton et d'en utiliser moins. Donc, le béton a évolué. Oui, tout à fait, il a évolué. Il a évolué parce que, comme disait Madame Holziger, on rajoute des adjuvants dans le béton, on rend le béton plus étanche et on empêche au béton de vieillir plus, on protège donc l'armature qui se trouve à l'intérieur du béton, et il y a aussi des règles qu'il faut qu'on ne respecte pas toujours en Martinique. Les 3 cm d'enrobage, par exemple, Madame Holziger va en parler, des règles pour pouvoir mettre en œuvre du béton. Même le béton de la maison, le béton qui est fait un coup de main le samedi, le dimanche, pour parler à tout le monde, puisque nous parlons à tout le monde ici sur cette émission.
même le béton qu'on fait à la maison, il y a des règles pour pouvoir faire un bon béton qui va Alors, durer. la première règle, c'est de respecter ce qui est écrit sur le sac de ciment. Voilà. Je pense que... Dans ces cas-là, on va pas rajouter rien, alors. Adrien. Non, mais les gens ne lisent pas, mais c'est quantité- écrit sur le sac de Oui, ciment. tout à fait. La quantité d'eau est inscrite. Mm. La quantité d'agrégat est inscrite. Oui. Donc déjà, il faut respecter ce qui est marqué sur le sac. Un béton, ça se fait avec du ciment, De l'eau de l'eau Des agrégats. et des Des agrégats, agrégats. ce qu'on appelle et du fer à béton. cailloux, comment on appelle ça encore Oh, bah, j'ai un petit trou de mémoire. Les agrégats, les tout ce qui est- agrégats, tout ce qui est c'est gravillon. Gravillon. Le gravillon. Merci. Alors, le gravillon doit être de différentes granulométries pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans votre béton. Parce que si vous mettez que les mêmes grains, vous aurez à un moment donné des trous d'air. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut apprendre telle taille. On peut Non, apprendre plusieurs tailles, granulométries, puis c'est ça de tailles rentrer différentes. De tailles différentes. Merci. 63 23 23. Mieux vaut le savoir. 10h25 sur notre antenne, on poursuit avec nos invités autour de la construction en Martinique, notamment du béton, la construction et du béton, de ce choix de matériaux, des normes aussi et des savoir-faire à retenir pour pouvoir donc le préserver et le faire durer. Alors quand on est dans l'industriel, quand on est dans des grands bâtiments, les infrastructures utilisées par les collectifs, ça fait partie du cahier des charges. Tout à fait. Elle a construit dès le départ en respectant ce qui est marqué sur le paquet. et même après, il y a un suivi. Tout à fait. Alors, quand on va passer en réhabilitation, par exemple, alors dans le suivi classique d'un bâtiment, on va aller à un moment donné faire du carottage et aller vérifier le niveau de vieillissement. Donc, on va aller regarder les transformations physiques et chimiques de la composition et on va évaluer effectivement le niveau de vieillissement et voir qu'est-ce qu'il faudrait faire si on a des pathologies, donc des maladies qui apparaissent, notamment les épaufrures qu'on peut voir régulièrement, donc l'éclat du béton qui laisse apparaître généralement les fers à béton. Donc on peut comprendre pourquoi ça éclate déjà. Alors la première chose, c'est qu'un béton a une alcalinité, donc un pH qui est entre 12 et 13, que le vieillissement naturel, donc juste avec le contact de l'air, donc le CO2 de l'air, donc le dioxyde de carbone, va faire que le pH va diminuer jusqu'à une certaine profondeur. C'est pour ça qu'il est important de respecter un enrobage, donc la distance entre le fer et le parement, qui est en général moyennement de 3 cm, pour préserver le fer. Alors quand le fer va être dans un environnement plus acide, donc à partir d'un pH 9, la corrosion va pouvoir apparaître. Et les oxydes de fer, donc la rouille, elle gonfle. Donc il faut savoir qu'elle est 7 fois plus volumineuse que l'acier. Donc, et ce volume qui va apparaître va pousser le parement, il va faire le parement éclater. Donc quand on a ce type de désordre-là, donc c'est soit dû au vieillissement ou soit dû à un enrobage insuffisant. Ah ouais. Voilà. D'où l'importance au départ de respecter les règles. Des règles pour réduire, éloigner ou éviter. Parce que éviter, ce sera... Je ne sais pas si on peut vraiment l'éviter. On peut l'éviter puisqu'on peut toujours revêtir. Donc mettre une peinture qui pourra protéger aussi le parement et une peinture qui sera adaptée, bien sûr. Puisqu'il faut que le béton puisse aussi, comme on dit, respirer. Quoi, c'est ça. Ce sont des peintures micro-poreuses. Très bien. Et c'est pour ça que les maisons d'avant, on disait beaucoup, ceux qui ne peignaient pas leur maison, soit pour éviter de payer les impôts, soit parce qu'ils n'en avaient pas le moyen, on disait, oui, mais sauf que la maison, elle s'abîmera un peu plus vite, plus rapidement, ou demandera de l'entretien plus rapidement que celle qui est peinte. Alors ça, je disais, ça fait partie du cahier des charges donc de bâtiments collectifs, d'industrie, etc. Donc vous avez un entretien quand ces bâtiments commencent à s'user. Vous intervenez, Corolle Engineering, c'est ça, avec les propositions que vous faites. Mais pour le particulier, qui n'a pas la chance d'avoir ces obligations avec une société comme celle de Solveig Holzinger qui est avec nous. Pour le particulier, il y a le traitement, quand on voit les éclats, bien sûr, enlever tout ce qui part,
faire un traitement à base d'anti-rouille sur l'armature qui est visible et reprendre ces éclats avec du mortier de résine, puisque on l'a dit très souvent ici, on ne met pas du béton sur du béton. On va mettre quelque chose de beaucoup plus costaud, donc avec de la résine pour que ça puisse bien adhérer à l'ancien béton. Mais je voulais revenir et rebondir sur la problématique du vieillissement du béton qui va toucher aussi les ouvrages d'art en Martinique. Et il y a quelque chose qui s'appelle la dette grise. C'est le fait de ne pas entretenir et entretenir régulièrement les ouvrages, quels que soient les ouvrages, et surtout nos ouvrages d'art, nos ponts, nos bâtiments, etc. Et donc, plus on reste longtemps sans intervenir sur ce type de bâtiment, sur ce type d'ouvrage, plus on va avoir une dette importante, voire jusqu'à un effondrement de la structure. Donc, j'appelle quand même Mais ces ouvrages d'art, en général, c'est ce que j'appelle le public, l'industriel, les infrastructures publiques et tout ça. Et la nécessité de faire le contrôle, de faire un diagnostic. Parce que lancer des réparations sans diagnostic, c'est comme c'est chailler de l'eau dans... C'est comme prendre un médicament sans savoir ce qu'on a. Voilà. Donc, bien souvent, nous avons des ponts, je passe en Martinique, je vois ces ponts qui sont remplis de lichen, qui sont avec des fers apparents, avec des éclats béton. Bon, ça fonctionne parce que ça a été construit ça a été bien dimensionné, ça fonctionne pendant des années. Mais s'il n'y a pas un contrôle, un entretien, un suivi de ces ouvrages d'art, bien évidemment, on va à la catastrophe. Un jour, ils peuvent s'effondrer. Dans un territoire où on risque quand même d'avoir un tremblement. Alors, on rappelle que le béton, ça s'effondre. Ah oui, d'ailleurs... quand c'est immo, ça s'écroule, ça tombe. Puisque le fer va se corroder, donc à un moment donné, on va jusqu'à la défaillance totale, on appelle ça. Donc nous, effectivement, en diagnostic, quand on va réfléchir, on va approcher un équipement ou un bâtiment, on va réfléchir jusqu'à la défaillance totale, donc jusqu'à la mort en fait, puisque l'impact c'est la mort de l'homme. De l'ouvrage. Donc nous, on va effectivement réfléchir dans le projet de maintenance, à partir du diagnostic, jusqu'à la défaillance totale possible. C'est l'approche globale. C'est important à entendre. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que, j'imagine que pour les collectivités qui nous écoutent ce matin ou pas, de toute façon, elles ont une information, une obligation de regard sur ce genre de choses. Après qu'elles fassent la démarche, qu'elles aient les budgets ou pas, c'est à voir. Je reviens encore, les particuliers doivent penser à diagnostiquer. Les particuliers, plus que les collectivités, ont à intervenir sur leur bâti. On doit préserver, on doit transmettre le bâti. En principe, on transmet son bâti parce qu'on a payé très cher la construction de sa maison et il faut entretenir cette maison. Et l'entretien ne s'est pas uniquement passer le Karcher une fois par an aux approches des fêtes. C'est aussi regarder tous les éclats béton qu'il y a autour de la maison. C'est regarder tout ce qui peut se détériorer, les fissures. Alors, ça, c'est pas un diagnostic que, moi, je peux faire à vue d'œil, évidemment. Si je vois des éclats, déjà des fissures, je m'inquiète. Mais si je les vois, c'est ça. Il vaut mieux faire avoir un professionnel. On appelle le professionnel une fois qu'on voit des fissures, une fois qu'on voit des éclats. C'est déjà un signe. C'est déjà un signe. Et à ce moment-là, on appelle le professionnel qui va déterminer comment agir, avec quels matériaux et comment faire en sorte que ça ne revienne pas et que ça dure dans le temps. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'adjuvants, de ce qu'on peut rajouter dans cette liste d'ingrédients, ciment, eau, gravillon, cailloux, etc., pour obtenir un béton de qualité. On va voir ici en Martinique quel assemblage possible, parce qu'on est évidemment dans l'ère de la durabilité, on est dans le réduisons nos déchets, réduisons notre impact carbone, etc. Est-ce qu'on peut déjà imaginer qu'en Martinique, on peut avoir un assemblage un peu particulier de meilleure qualité pour l'avenir et qui intégrerait ou un matériau ou un élément ou un composant qu'on a aussi ici? Je sais qu'il y a déjà des expériences qui se font. Je sais qu'il y a certains qui l'utilisent déjà, mais maintenant encore, monsieur tout le monde, le particulier, est-ce qu'il est si il est au courant peut-être, mais est-ce qu'il l'applique, est-ce qu'il le fait? 10h33 minutes avant qu'il ne redisparaisse. Gérard, bonjour. Bonjour. Oh papa, ça va Gérard? Meilleurs vœux à tout le monde. Merci, à toi de même. Ils sont là les intervenants? Ben oui, on vient de te répondre. Tu penses je peux leur poser une question? Bien sûr, vous êtes à l'antenne pour ça, Gérard. Alors, pourquoi
sur tous les sacs de ciment qui sont autour de nous dans le monde, il y a marqué ciment Portland. Ah, ça c'est pour Solveig. Parce que le Ah ben, je ciment... vais vous donner Mais l'explication. attends Gérard, tu as posé une question. Donc, le ciment Portland, c'est un... Alors, on a un composé dans le béton qu'on appelle la portlandite. On va pas faire de la chimie, mais c'est la majorité des bétons, effectivement, sont des ciments Portland parce qu'ils contiennent de la portlandite. Voilà. Bon, ah ben, c'est une explication, mais j'en ai une autre. Le béton était connu de l'Empire romain, des Romains. Mais avec la chute de l'Empire romain, on avait oublié les formules, on avait oublié le savoir-faire. Et c'est quand on a voulu construire le phare de Portland, dans la Grande Cornouaille, au sud de à l'ouest de l'Angleterre, qu'ils essayaient avec la chaux, ils n'y arrivaient pas. Et puis il s'est produit un accident où on faisait du plâtre, une plâtrerie, qui était souillée par de l'argile, et on a obtenu un accident industriel, et on a obtenu ce premier matériau-là, et on a vu qu'il prenait très bien dans l'eau, et ils ont décidé de construire le phare de Portland avec, en 1830, dans les années 1830. Bon, alors, en ce qui concerne le béton, les adjuvants, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les mono, bi et tri étalonamines, et puis il y a les comment dirais-je, des caoutchoucs qui étanchent complètement le béton. Autrefois, au temps au temps où on construisait à la chaux, on peut obtenir un autre adjuvant, le sang de bœuf, étanche le béton aussi. Bon, et il y a du béton naturel en Martinique. Vous pouvez en voir à Troucochon et vous pouvez en voir aux Anses-d'Arlé. Wow, Bon, si vous merci. voulez. Du ciment, vous parlez de ciment. Ciment, oui, ciment, Mais béton, le Le béton, pas ciment. le béton, c'est l'ensemble des éléments qui vont former Voilà, le c'est ce béton. qu'on a dit, c'est vraiment... Nous parlons du ciment. Le ciment, c'est un matériau qui est chauffé à très haute température et qui fait qu'après, quand on rajoute de l'eau et qu'on en rajoute les agrégats, ben, Parce qu'on a une il est réaction qui malléable. est exothermique, Voilà. c'est chaud, hein, ça monte en température pour que le ciment puisse pouvoir prendre, on dit la prise. Et ce qui est important dans la fabrication, dans l'exécution, le gâche, quand on gâche le béton, le gâchage, c'est l'hydratation du béton. Alors, c'est paradoxal, mais pour que le béton puisse sécher, il faut qu'il soit mouillé. Voilà. Donc, la teneur en eau pendant la période de prise est très importante. C'est pour ça qu'on doit arroser le béton par temps chaud pour éviter le faïenchage, donc que ça craquelle en surface et de former cette petite peau toute lisse et glacée. La cristallisation. Voilà, Ouais, ça a l'air de... ouais. qu'on observe en surface, quand on peut voir chez les Monsieur Tout le Monde, hein, quand on coule la dalle le dimanche après-midi, il vaut mieux bien arroser et vérifier le taux d'humidité. Et à l'époque, nos anciens arrosaient beaucoup les dalles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Quand ils faisaient le béton, il n'y avait pas de toupie à l'époque, c'était à la main. À la main. Donc les gens arrosaient en permanence avec le tuyau. béton. Et le fait d'arroser faisait la différence sur l'étanchéité de la dalle béton. Ah, il fallait savoir, hein, c'est ça, quoi. C'est une astuce, il faut arroser pour que ça puisse vraiment avoir toute son étanchéité, toute sa plasticité et pendant la phase de séchage. Parce qu'un béton qui sèche trop vite, eh ben, il fissure. Ah ben, j'en apprends beaucoup ce matin. Je suis désolée, mes amis Martine Lheureux et Guillaume Turati. On devait parler de transport. Mais là, sur le béton. Mais oui, Martine, je sais que tu vas pouvoir intervenir, mais là, on est tombé, Guillaume, sur un sujet qui nous passionne. Oui, tout à fait, j'espère. Je suis désolée pour le transport. Allez, Mamie Jo, bonjour. Bonjour Federica, merci encore pour tous les intervenants. Alors, je voudrais juste à la fin de l'émission, est-ce que je peux être en contact avec M. Etilé? C'est pas pour une affaire de béton, c'est autre chose, mais dans la maison, à l'intérieur. D'accord. M. Etilé, vous pouvez être en contact avec elle après? Je vais pouvoir lui donner un numéro de téléphone ou un contact, puisque on fera ça. Oui, ou si tu veux le donner maintenant, ou à la fin, ou hors antenne, ou comme tu veux. Hors antenne, Mamie Jo, attends. Alors, attends, on va te donner un numéro tout à l'heure. Franz, bonjour. Bonjour Franz, bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous les auditeurs, merci. Tous les intervenants. Monsieur Tillet vient de dire quelque chose qui est formidable. Mais on a perdu tout ce que les anciens faisaient. On a perdu tout. Les anciens arrosaient le béton
lorsqu'il venait de couler la dalle. C'est vrai, j'ai déjà vu ça, mais plus maintenant. Les gens ne font pas ces genres de trucs-là. Alors, c'est remplacé par les adjuvants. Hein. Ah, mais avec le soleil qu'on a maintenant là, même si c'est remplacé, on peut mettre du résine, on peut mettre toutes sortes de trucs, ça se fendit. Je vais même vous raconter. Ça sèche trop vite. Il y a un autre point. Ici, il y a beaucoup d'air salin. Et puisqu'on est entouré d'eau de mer, il n'y a pas assez d'enrobage dans le béton. Exactement. Alors, le béton, obligatoirement, même dans les logements sociaux qu'on fait, c'est pas bien. On dit qu'il y a des bêtes d'ouvrage, il y a toutes sortes d'architectes, toutes sortes de trucs, mais c'est de la foutaise. Personne ne vérifie ces genres de trucs-là. Je regarde dans des cités à peine de 20 ans, la maison, les cités sont déjà abîmées, le béton s'éclate, toutes sortes de trucs. Alors ça, il n'y a pas assez d'enrobage. Soit il faut mettre, disons, ils mettent à peu près 2, 5 toits, mais c'est 5, il faut mettre 5 d'enrobage en Martinique pour qu'on puisse avoir un bon béton qui dure, qui tienne, une structure qui tienne. Merci, monsieur. Alors, je vous laisse réagir et ce diagnostic enrobage, on peut le faire ou pas? Alors, en fait, Merci beaucoup, Franz. En fait, il y a des règles. Il y a des règles, hein. On est soumis aux règles de l'Eurocode. Hein. Donc, en fonction de l'exposition et de la classification de l'ouvrage, on a un enrobage qui est défini. Et effectivement, en milieu agressif, donc en milieu salin, l'enrobage classique est de 5 cm. Donc, effectivement, ce qui est souvent un peu omis lors des préconisations et des cahiers des charges initialement, c'est effectivement, on oublie de considérer l'environnement d'utilisation et on construit par habitude. On peut se dire, oui, un bâtiment qui est en intérieur de terre, par exemple au Gros Monde, n'est peut-être pas soumis aux embruns, n'est peut-être pas soumis à tel type d'environnement, on est plutôt dans un terrain humide, etc. etc. Donc cette analyse fonctionnelle-là, il faut la faire pour définir la classe de l'ouvrage et donc l'enrobage. Ah ouais, donc comme quoi, hein, c'est toujours bien d'avoir quand même un regard un peu expert. Et expert, bon, ça peut sortir des écoles, mais ça peut être aussi l'expertise sur le terrain qu'avaient certains anciens. C'est la réalisation d'un ouvrage, c'est l'ensemble des savoir-faire qui va faire que l'ouvrage va tenir, va être beau, va durer, etc. On a besoin de tout le monde. On a besoin de l'architecte, de l'ingénieur. Ils ont tué le coq, hein, juste avant. Je pense qu'ils l'ont tué. Martine, je vous donne la parole après Daniel. Et je suis d'accord avec vous, Martine, parce que je pensais qu'il manquait un élément dans leur composition de béton, là. Et c'est pour ça que j'insiste. Coq-là. Coq-là. On va lui tordre le cou, Daniel. Oui, bonjour. Bonjour, Daniel. J'ai gardé l'appel parce que entre-temps d'attendre, de patienter, votre intervenant qui est avec vous, il a dit tout dit ce que j'allais dire. D'accord. Parce que vous parlez au début, de béton qui casse tout ça. C'est l'enrobage. Parce que, je ne dis pas que c'est vraiment mes activités, c'est l'enrobage. Parce que j'ai vu, il y a des constructions, ils mettent l'enrobage à 3, même pas 5, à 3. C'est le minimum. À 3, mais c'est pas... Mais c'est la moitié de ça, nous, pour mettre, donc c'est pas bon. Non, c'est à 3. Et après quelques années, même pas 10 ans, vous voyez que l'acier se gonfle parce que l'enrobage, elle est trop fine. S'il n'y a pas un revêtement en conséquence. Oui, un revêtement, c'est pas la peinture qui va faire le béton tenir. Hein. C'est au départ, quand vous faites le coulage, il y a des cales à béton, le plus souvent. Pour faire des économies, pour faire l'argent, pour faire l'économie, ils n'achètent pas les cales. Moi, je ne critique pas personne. Hein. Et puis, parce que ça existe des cales pour mettre entre l'acier, les maillages de l'acier, et le plus souvent, celui qui coule, il marche là-dessus. Et puis, vous allez avoir un maillage à 2, 5. Et c'est pour cela qu'il y a plein de maisons. On vous dit que c'était
le sable de bord de mer, vous comprenez tout ça. Mais ça n'a rien à voir. Parce que je pense que, comme vous aviez dit, il faut mettre ça au moins à 5 ou bien à 6 d'épaisseur. Wow, Ça va faire, comment ça va faire un coût plus élevé. Mais vous aurez, parce que comme vous dépensez une maison qui coûte 300 000 euros, vous n'aurez pas de surprise à retaper après. Il faut, et puis, bon, j'ai fini avec cette affaire avec vous. Vous me permettez de faire un autre sujet sur votre antenne? Ça dépend, allez-y, on va voir. Oui, parce que nous venons de vivre vraiment un drame à niveau de Presqu'île, à Saint-Joseph. Et ce gué, je l'emprunte. Quand je vais par rapport à là où je suis, j'emprunte assez souvent ce gué et je reconnais ce gué depuis mon petit mamaï. Et là, ce qui s'est passé, on vous dit que ce sont les automobilistes qui ne prennent pas de précautions, il y a de l'eau à gauche, etc. Il y a ça aussi, parce qu'il y a peut-être ça. Mais j'accuse, et je vais voir certaines personnes de Presqu'île, pour voir si si on se constitue une partie civile, pour porter plainte contre les autorités. Depuis le Conseil général, M. Émile Maurice, depuis le Conseil régional, et puis là maintenant, c'est la CTM, il y a près de 9 ans que nous avons la CTM. Et une fois, j'avais fait cette remarque, cette intervention-là, sur une radio du Sud, auquel c'est M. Marie qui faisait l'émission. Ils m'ont dit qu'ils font les priorités des priorités. Comme si une partie des routes de la Martinique n'est pas prioritaire. Toutes les routes sont prioritaires. Parce que ce gué, c'est un découpé quand vous habitez à Presqu'île, Chapelle ou même Glotin pour aller vers le Lamentin. Et nous avons au moins 3 gués comme cela sur le territoire qui est dangereux. Et Daniel, effectivement, il pourrait y avoir pour vous un manquement, là il y a un manquement d'entretien, mais aussi de système de sécurité, parce qu'il y a des endroits, quand il y a la crue, il y a un système qui fait que tu fermes. Attendez, laissez-moi terminer, je vous remets votre micro. Il y a un manquement, et ce matin, j'ai entendu monsieur le maire de Saint-Joseph, que j'ai de bonnes relations avec lui, mais j'ai pas son Daniel, ne soyez pas trop long parce que vous êtes hors sujet. Effectivement, je vous ai dit oui, allez-y. Je vous laisse la parole. Et en plus, c'est un sujet où il y a de l'émotion dedans. Donc, allez justement à la conclusion, qu'on entende et qu'on pourra ouvrir ailleurs le débat là-dessus. D'accord? Allez-y. On ne peut pas se retenir sur mais je comprends, c'est pour ça que je dis allez-y. On ne peut pas se retenir sur ce fait parce que c'est un drame. Ils auraient dû, depuis maintenant, et couler un tablier un pont sur ça. On peut pas mettre à la disposition d'automobilistes un machin que vous entrez dans l'eau. C'est qu'ils sont responsables. Il y a la rivière qui a noyé, il y a les automobilistes, mais ces autorités sont responsables de cela. Daniel, je vous comprends. Et d'ailleurs, on va certainement l'aborder de nouveau avec l'avocate jeudi, parce qu'on a eu le sujet, où on disait victime donc d'une infrastructure, d'une structure, etc., gérée par une administration, on peut porter plainte. On l'abordera d'ailleurs jeudi. Je vais peut-être même garder, parce que vous avez en plus les termes pour dire ce qu'ils auraient pu faire. On va garder vos coordonnées, parce que je crois qu'on a tous été, d'ailleurs, j'en parle pas depuis 2 jours, tous été très touché par ce drame, qui est évitable. Il faut qu'on a... Ouais, d'accord. Et qui est Daniel de Glotin. Je ne donne pas mon nom de famille. Non, pas Daniel. Moi, Daniel de Glotin. Parce que ces messieurs... Je vous laisse réagir. Il a dit quelque chose, je vous laisse réagir. Un petit mot avant qu'on donne les promos. On a des promos, 10h45. Effectivement, on parle de défaillance tout à l'heure, par manque d'entretien, par manque de vision d'un équipement. Un équipement doit avoir un programme de maintenance. Tout équipement doit être suivi. Tout équipement. Alors, il y a eu plusieurs drames en Europe qui ont réveillé la conscience des administrations, notamment le drame du pont de Gênes, qui a été une catastrophe et qui a débloqué en France un suivi des ouvrages de façon drastique, puisque beaucoup de régions, beaucoup de départements ont lancé après ce drame... se sont rendus compte d'un état des lieux de leurs propres infrastructures. Exactement. Oui, c'est vraiment malheureux de mourir dans ces conditions-là.
sachant que ça peut être évité par un investissement qui peut se faire et pas tellement coûteux par rapport à la perte de deux personnes encore et sans compter tout le matériel qui a déjà été perdu dans cette rivière avec toutes les pollutions que ça implique pour l'environnement également. Hein, parce que au-delà de... C'est vrai qu'il y a la mort c'est désastreux, c'est pénible, etc. Mais il y a aussi les nombreuses carcasses, carcasses dans la rivière. Même quand il n'y a pas de drame, il n'y a pas de mort, on a quand même des carcasses avec de l'huile, avec de l'essence dans une rivière qui est un peu plus haut. Hein, c'est cette même rivière qui alimente les gens en eau. Hein, en plus. 10h48, Martine et Guillaume, je reviens vers vous. Toutes vos questions au 63 23 23. Mieux vaut le savoir. À 10h49 et on promet encore à Daniel de pouvoir revenir jeudi sur ce sujet avec l'avocate Maître Mauriès. Martine Lheureux qui nous suit va pouvoir réagir d'ailleurs un peu sur ce sujet béton. Peut-être aussi Guillaume, d'ailleurs on vous donnera la parole. Martine, ils nous ont dit que le béton c'est fait de ciment, d'eau et de sable. Et de sable quand même, ouais. Dis donc, il faut une heure d'émission pour entendre le sable. Toute une émission, t'entends? Et moi, j'attendais le sable de mer, de rivière, de ceci, le sable qu'on n'a plus. Pourquoi le béton? Justement, il n'y a plus de sable. Il faut l'énoncer, il faut le dire. Je suis désolée, il faut vraiment le dire. Écoutez Martine 40 maintenant. milliards de tonnes de sable sont extraites chaque année de la planète. 40 milliards de tonnes de sable. Vous vous rendez compte? 40 milliards de tonnes? Allô? Oui, non, t'écoutes, ils sont entrés sous la table, en fait. Non, on l'a perdu. Martine Lheureux, on a perdu Martine Lheureux. On la rappelle. Guillaume, je vous laisse réagir à tout ce que vous avez entendu pour l'instant. Il y avait un sujet sur lequel je voulais rebondir du coup, parce que ça m'a un peu interpellé. Vous avez parlé de beaucoup d'entretiens, de vérifier, de faire des audits sur les ouvrages d'art, sur les maisons individuelles aussi. Oui, c'est ça, c'est pas, je pense à vous. Oui, mais du coup, est-ce que aujourd'hui en Martinique, avec tous les logements vacants, avec tous les problèmes d'indivision, etc., qui existent, finalement, est-ce qu'il y a aussi moyen de réhabiliter des maisons en béton une fois que ça fait plusieurs années qu'elles ont été abandonnées, laissées pour compte? Est-ce que ça se fait ça aujourd'hui en Martinique? Alors oui, tout à fait, puisque moi-même j'ai eu l'expérience de faire un diagnostic sur une maison, un bâti qui avait plus de 70 ans, qui à la base que l'architecte recommandait de détruire. Et effectivement, parce qu'il y a des raccourcis qui ont été faits sur l'aspect. Et comme je dis, avec nos yeux, on ne fait pas d'analyse. Donc nous avons fait des prélèvements, nous avons... du coup, défini qu'il y avait un taux de porosité élevé, ce qui entraînait donc une toiture avec des infiltrations, donc une réhabilitation possible. Après, évidemment, il faut évaluer les coûts de réhabilitation. Si un coût de réhabilitation est supérieur à un coût de destruction et reconstruction, le choix il est vite fait. On voit qu'ils font vite le choix. Hein. Généralement, ça. Nous, ça nous fait mal au cœur. On dit mais comment ils ont détruit ça? Mais en fait, après, on nous dit il faut évaluer le coût. Sauf si c'est un bâtiment classé ou si c'est un bâtiment. Des fois, ils sont classés, ils sont fermés, clôturés, puis ils n'ont pas mis l'argent pour y faire, et puis ils sont debout là de pour velours. L'anecdote, je vais vous dire une anecdote. C'est pour revenir sur la construction d'antan. J'ai fait un diagnostic sur un bâtiment qui avait plus de 150 ans. Et même le laboratoire était surpris des prélèvements qu'on leur a envoyés parce qu'on s'est retrouvé avec un béton 100% carbonaté dans toute son épaisseur de dalle et donc 100% vieilli, mais qui continuait à posséder des propriétés mécaniques satisfaisantes. Et ça, c'était vraiment surprenant. Moi, je pense qu'on ne peut même pas faire ça aujourd'hui. C'est pour ça que les anciens vont vous dire que le ciment qu'on faisait avant était de meilleure qualité que celui qu'on fait actuellement. Et apparemment, ça ne serait pas complètement faux. C'est peut-être pas totalement faux. Martine Lheureux, merci Guillaume. Oui. Martine Lheureux. Ce que je voulais dire vraiment, c'est que le béton, c'est quand même un des matériaux les plus polluants de la planète, qui émet le plus de dioxyde, qui émet les plus de CO2. Et je trouve qu'on a passé beaucoup de choses sous silence. On a donné des bienfaits du béton, et c'est vrai qu'il y en a. C'est pour ça que c'est un des matériaux
matériaux les plus utilisés, si ce n'est le plus utilisé sur la planète. On a dit qu'il consommait de l'eau, il consomme énormément d'eau, il consomme énormément d'énergie fossile et bien sûr, il consomme énormément de sable. Le sable, c'est la deuxième matière la plus utilisée au monde. Comme je vous disais, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'entendre, il y a eu 40 milliards de tonnes de sable sont extraites chaque année de nos océans ou des rivières dans des conditions exécrables pour l'environnement. Et derrière, en fait, pourquoi faire? Pour faire en grande majorité des constructions. Dans ces constructions, il faut savoir que derrière le béton, ça dégage aussi beaucoup d'éléments. Ça dégage des pollutions. La pollution de l'air, ça amplifie les perturbations climatiques, c'est-à-dire que plus un sol sera bétonné et moins il va pouvoir absorber les trop d'eau, le trop plein d'eau emmené par les intempéries en ce moment. Et du coup, plus cette eau va remonter, et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on voit actuellement, c'est que sur les énormes inondations que drainent les changements climatiques, eh bien le béton sert d'amplificateur, pas seulement le béton, toute l'urbanisation et toute l'artificialisation, mais qui est intrinsèquement porté par le béton, porte tout ça, amplifie tout ça. Et derrière, voilà, c'est quand même une menace aussi pour la vie, une menace pour la biodiversité, une menace pour le vivant qui est énorme. Donc voilà, quand tu as dit, Hervé, au début que tu espérais que le béton allait avoir encore de belles années devant lui, moi j'espère que non, que le béton n'aura pas de belles années, vraiment, je le dis franchement. D'ailleurs, je me demande si on peut se poser une question, on a commencé un peu à parler, j'ai vu des rénovations là, mais est-ce que c'est toujours la peine de construire? On construit pourquoi encore? En Martinique, on construit pourquoi? On est 360 000 personnes, on perd de plus en plus de personnes. On construit pourquoi? Pour faire encore des bureaux qui sont vides? Je me pose des questions en fait où au final, vous avez raison de dire que effectivement les infrastructures s'abîment et se délitent et ça c'est un gros problème. C'est exacerbé aussi par le changement climatique. Donc ça met en péril pas mal d'infrastructures, mais à un moment donné, où sont nos vrais besoins? Où est-ce qu'on place le curseur? Et dans l'urgence dans laquelle on est, que très peu de personnes soulignent, j'ai entendu tous les vœux de nos dirigeants, je n'ai entendu personne signaler l'urgence dans laquelle on est et sur la dérive climatique dans laquelle on entre et dans laquelle on va devoir faire face tous ensemble avec le beaucoup trop d'eau, avec le beaucoup trop de chaleur. Vous avez vu les Porto Rico, par exemple, sans arrêt en blackout, en électricité. Comment est-ce qu'ils font face dans leur maison toutes bétonnées sans électricité et qui n'ont pas, malheureusement, qui ont très peu de conditions bioclimatiques, quoi. D'accord? C'est-à-dire, je parle des logements en ville, des logements très urbains. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est sûr que il faut pas, on dit souvent, il faut pas mettre le progrès à gauche, il n'y a rien du tout. Il y a certainement des choses qu'il faut garder. Il y a des choses aussi où il faut voir la réalité en face, la réalité dans laquelle tout ça est en train de nous mener et où en fait, on la regarde pour l'instant en rigolant pas en rigolant, mais avec un déni un peu rassuriste en se disant non, mais c'est pas si grave que ça, ou bien de toute façon, c'est pas. Mais c'est ce qu'on voit quand on regarde encore une fois les vœux de nos dirigeants pour 2025. C'est quand même atroce, quoi. Pas un mot sur les grands enjeux auxquels on doit faire face. Si eux ne donnent pas un mot, c'est difficile derrière que les personnes en fait s'imprègnent au quotidien de cela. Donc non, moi je pense qu'il faut remettre aussi les gros problèmes sur la table et dire en fait que il y a des choses qu'il faut qu'on arrête, il y a des choses qu'il faut qu'on change complètement. Le dernier rapport de l'IPBES a été très clair. Il y a 5 éléments à regarder en face et en synergie, en symbiose lorsqu'on regarde un projet. Il faut regarder la santé humaine, il faut regarder le changement climatique, il faut regarder l'alimentation, il faut regarder l'eau et il faut regarder l'air. Alors Martine, on va vous reprendre la parole parce que la prochaine fois, je préfère encore que vous soyez avec nous autour de la table parce que aussi ce que vous abordez à chaque fois est essentiel, est important. On ne peut plus continuer à produire et à agir sans avoir justement cette mirette sur l'impact sur la vie sur Terre, tout simplement. Et Martine représente pour moi cet axe-là. Simplement, la liaison est très mauvaise, Martine, ce matin. Il y a un bruit crac, 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 il y a un bruit en plus de fond. Il nous reste 2 minutes. Je les vois. Une réaction
réaction. Alors, avec Hervé Tillet, une réaction avec également Solveig sur ce que vous avez dit. Il faut un juste milieu à tout. Aujourd'hui, si on a un cyclone du type Mayotte, vous verrez que la montagne de Trenel et Volga, il va bien falloir loger tout ce monde-là. Donc aujourd'hui, et on n'a rien trouvé de mieux que le béton ou alors des alliages béton-acier, etc., pour pouvoir garantir la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de cubes, à l'intérieur de choses bien solides pour résister aux vents majeurs que nous aurons d'ici demain, parce que les choses arrivent très très vite et nous allons avoir de plus en plus de cyclones importants. Et donc, il faut un juste milieu à tout. Effectivement, le tout béton, je suis pas d'accord, mais aujourd'hui, on n'a rien trouvé de mieux que de loger des gens dans des logements décents pour qu'ils puissent quand même survivre à des vents violents. Solveig ? C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est la réflexion de l'homme qui est importante dans l'approche d'un projet. Effectivement, Martine a soulevé des sujets très importants. Moi, je dis consommation raisonnée, réflexion, anticipation. Je dis prépa méthode, ce que nous avons perdu sur nos projets aujourd'hui. Réfléchissons avant d'agir et n'agissons pas non plus par habitude. On a l'habitude de construire ainsi, on a l'habitude de faire comme ça de façon traditionnelle. Ayons une réflexion qui soit plus élaborée et plus adaptée à la dynamique de notre milieu. Merci à vous, c'est joliment dit pour finir, conclure ce rendez-vous. Merci à Martine Lheureux, merci à Guillaume Turati qu'on entendra le mois prochain, Guillaume. On va vous laisser vous soigner tous les deux, revenez en studio avec nous. Merci à vous Hervé Tillet. Merci beaucoup. Toujours fidèle à ce rendez-vous. Et merci à toute l'équipe de Coral Engineering qui nous écoutait certainement.